cette cérémonie qu'on accueille ce soir ici, dans l'hôtel d'Estrée, a vraiment un caractère tout à fait exceptionnel. Exceptionnel d'abord par celui qui nous a réunis ici, ce soir, Dr Jean Fegelson, qui est un grand docteur, un grand homme aussi. Et alors, il y a caractère exceptionnel, puisque ici, on va lui remettre, on n'a pas une décoration russe, mais une décoration française. Les insignes de l'officier de la Légion d'honneur qui vont lui être remis par le professeur Navarro, ici présent. Moi, je suis tout simplement pour vous accueillir ici et dire quelques mots de bienvenue. Alors, mais il y a quand même, je crois, une raison pourquoi cette cérémonie ait lieu dans ces murs. Tout d'abord, Jean Fegelson est né en Russie. Il est né en 1924 à Leningrad. D'ailleurs, je me demande si cette ville s'appelait Leningrad et encore Petrograd. Parce que vous savez que la ville de Saint-Pétersbourg, plusieurs fois dans son histoire, a changé le nom. Et après le début de la Première Guerre mondiale, il était rebaptisé de façon russe Petrograd. Pas Pétersbourg, parce que c'était allemand, Petrograd. Et puis après la mort de Lénine, en 1924, justement, il a eu le nom de Leningrad. Alors, je ne sais pas. De toute façon, c'est la même ville. Aujourd'hui, c'est la ville de Saint-Pétersbourg, une des plus belles villes au monde. Et j'espère que vous allez le visiter. Deuxième raison, Jean Fegelson, c'est un héros de la résistance. C'est quelqu'un qui a vraiment fait la guerre. Il s'est battu dans les maquisards, il a participé à des combats. Et avant de venir ce soir, j'ai lu quand même quelques de vos interviews. C'est pour ça que je connais un tout petit peu votre vie, qui est vraiment une vie légendaire. Et troisième raison, c'est que Dr Fegelson exerce peut-être le métier le plus noble au monde, il soigne les enfants. Surtout contre une maladie, mucoviscidose, c'est arrivé, qui est une maladie terrible. Et il a été fondateur d'une association, d'un comité justement, pour lutter contre cette maladie, il y a déjà très longtemps. Il a plusieurs fois visité mon pays, la Russie, il a été aussi en Biélorussie, dans différentes villes, pour nous donner des consultations, pour soigner des enfants malades. Et là, je crois que quand on fait ce beau métier, vraiment, on est digne de toutes les décorations du monde. Et la plus grande décoration, c'est notre estime et le respect que nous reportons. Voilà quelques mots de bienvenue que je voulais bien vous dire avant de passer la parole au professeur Navarro, qui va remettre les insignes et puis dire peut-être aussi quelques mots. Merci beaucoup, merci et soyez les bienvenus ici pour cette soirée. Merci. Votre Excellence, votre discours est tellement accompli que j'ai presque l'impression que je ne vais que répéter ce que vous avez dit. Mais, donc, monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie, monsieur le président de l'association Vaincre la mucoviscidose, mes chers collègues, j'en vois un certain nombre dans la salle, mesdames et messieurs, et puis je m'adresse aussi, bien sûr, à la nombreuse famille de Jean, et je salue la présence de son épouse, parce qu'on avait un peu peur qu'elle ne soit pas en état de pouvoir venir, et donc ça, c'est déjà tout à fait merveilleux. Donc pour moi, vous l'avez compris, c'est un honneur, c'est vrai, et un très grand plaisir de remettre aujourd'hui la médaille d'officier de la Légion d'honneur. Et je sais que c'est une joie, partagée par tous ici. Alors moi, je connaissais bien l'aspect médical de la carrière de Jean. J'y reviendrai, car j'en ai été le témoin, et puis nous avons un certain nombre de publications communes qui montrent que nous avons travaillé de façon positive ensemble. Je connaissais beaucoup plus mal son passé de résistant et son passé militaire.
Jean, en fait, je me suis rendu compte que vous êtes un résistant et un combattant, et dans le fond, dans toutes vos activités. Et votre passion ne s'est pas atténuée avec le temps. C'est une des choses qui m'ont le plus frappé ces dernières années, quand moi je demandais très doucement l'état de votre santé, vous me répondiez, alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, et la transplantation ça avance, et la recherche là-dessus, etc. Alors vous êtes né, j'ai dit à Saint-Pétersbourg, peut-être qu'il fallait que je dise Leningrad à ce moment-là, en 1924, vous êtes installé en France en 1929, vous passez tout le curriculum normal des étudiants, et tout ça avec réussite de façon tout à fait correcte. Mais vous vous rebellez. Et vous vous rebellez dans quel contexte? Dans le contexte de l'invasion par les nazis de la France. Et vous avez participé à quelque chose auquel on rend hommage maintenant officiellement, à savoir une petite révolte. Et cette petite révolte, c'était quoi? C'était le 11 novembre, d'aller avoir le courage de déposer une germe devant la statue de Clémenceau aux Champs-Élysées et une autre devant le tombeau des soldats inconnus. Vous êtes arrêté, relâché, vous choisissez la carrière médicale, donc ça a l'air de se passer de façon plus calme, et commencez vos études à Grenoble. Mais alors bien sûr, à Grenoble, qu'est-ce que vous faites? Vous rejoignez le groupe des étudiants qui coopèrent avec le journal clandestin Combat. En 1942, vous êtes arrêté sur ordre de Vichy, transféré au fort de Montluc, heureusement relâché quelques semaines plus tard. Mais votre groupe de résistants inquiète. Et à partir du moment où il inquiète, les membres en sont traqués, arrêtés. Heureusement, on vous prévient et vous échappez à ces rafles. Et du coup, vous passez réellement dans la résistance et la résistance armée. Quand je dis la résistance armée, c'est pas n'importe quoi, vous le verrez tout à l'heure, puisque vous allez dans la vallée de la Drôme, vous êtes un vrai maquisard en rapport avec les Anglais essentiellement, vous initiez à la pratique armée, et vous vous initiez tellement bien à la pratique armée et sans doute de la mitrailleuse, que vous avez abattu un avion allemand. Ça, je n'ai pas donné à tout le monde quand même, dans le passé guerrier qui peut être celui des résistants français. En 1944, vous êtes inscrit officiellement dans un bataillon de FFI, des chasseurs alpins. Vous êtes envoyé en Haute-Maurienne, vous y rencontrez des soldats russes, dont vous avez raconté l'histoire héroïque, qui vous a beaucoup marqué et qui vous a peut-être mis dans le cœur une vraie passion pour la Russie. D'autant qu'à l'époque, vous le saviez, ce pays était un partenaire vital des alliés occidentaux et qu'il subissait les horribles souffrances que l'on connaît pendant cette guerre menée par les Allemands. La 27e division alpine dans laquelle vous êtes intégré vous entraîne dans la campagne d'Alsace jusqu'à la libération de Strasbourg. Alors ces épisodes glorieux nous amènent à recevoir la croix de guerre, la médaille militaire, et je ne compte pas les citations qui sont impressionnantes. Alors revenons quand même au Jean Figelsson que je connaissais, c'est-à-dire le médecin. Vous êtes docteur en médecine en 1951, boursier du gouvernement norvégien en 1952. Vous faites un stage à la clinique pédiatrique d'Oslo. Et ça, il y a des stages qui rapportent quelque chose, il y en a d'autres pas. Mais vous, ça rapporte. Pourquoi? Parce que vous entrez en contact avec le diagnostic, l'identification et le début du traitement de la mucoviscidose qui était à peine connue en France à ce moment. Et ça, vous ne l'oublierez jamais. Vous devenez pédiatre en 1956, vous choisissez d'exercer en ville, mais votre curiosité, votre esprit toujours en marche, toujours inventif, vous amène à concevoir des procédures qui vont jouer un rôle déclenchant dans la prise en charge de la mucoviscidose. Vous identifiez des cas de mucoviscidose chez vos patients, ce n'était pas évident, alors que les conditions de diagnostic, les moyens thérapeutiques étaient plus que réduits à l'époque. Pour les examens de laboratoire, vous vous appuyez sur Madame Yvette Picot. Je regrette beaucoup qu'elle ne puisse pas être là, mais je sais qu'elle a des soucis majeurs et donc nous partageons avec elle son anxiété. Vous avez des contacts avec les professeurs Henke, Polonowski, qui était mon maître, à Paris, le professeur Rossi à Berne, le professeur Schwarzman aux États-Unis, et avec M. Barry, qui est le président de l'association américaine.
Vous créez un cercle d'études pédiatriques que vous présidez. Et là, on retrouve toujours ce désir d'apprendre qui est doublé par celui de faire partager. Vous avez toujours envie d'expliquer, que ça soit su, que ça soit connu, et ce que vous apprenez sur le tas, et dont vous sortez des éléments majeurs, eh bien, vous êtes capable de les redonner aux autres, et vous essayez de le marteler même parfois, parce que ça ne marche pas toujours au départ. Vous participez dès lors à la création de l'association de lutte contre la mucoviscidose en 1965. Rappelons les moyens thérapeutiques à l'époque. Les patients sont encore sous tente à oxygène. On ne fait pas une vraie kinésithérapie comme on fait maintenant. On fait ce qu'on appelle du clapping. J'allais dire presque jouer au piano sur l'enfant. Ça n'allait pas très loin, ce n'était pas très efficace. Le mucus infecté de ces patients n'arrivait pas à être évacué correctement, et en plus, l'usage des antibiotiques était discuté. On avait l'impression que, bon, les gens hésitaient, et on était en situation difficile. Les extraits pancréatiques n'étaient pas efficaces, du coup, il y avait un régime sans graisse, sans vitamines correspondantes, sans acides gras essentiels, donc c'était catastrophique. Vous ne disposez pas encore donc de ces systèmes, et il se trouve que 10 ans plus tard, j'ai revu ça avec M. Bihan, je vous ai rejoint, et avec son appui, à l'association de lutte contre la mucoviscidose. Et nous avons, et je m'en rappelle, tous les deux décidé d'organiser pour la première fois un symposium pour illustrer l'intérêt d'une antibiothérapie précoce et efficace. Alors votre cohorte de patients mucoviscidosiques se développe, et du coup votre expérience. Alors je vais citer quelques-unes, heureusement que je les ai écrites parce qu'il y en a beaucoup. L'intérêt des études bactériologiques avec Yvette Pécaud, l'importance de l'atteinte hépatique avec le professeur Sauvegrin, les risques de cirrhose du foie, les implications thérapeutiques, et nous publions ensemble en 1975 un papier dans les Acta Pediatrica Scandinavica. C'est peut-être pas le hasard que ce soit Scandinavica, ça me retombe pas. Vous rencontrez le docteur Dominique Louis, et cette rencontre est déterminante dans l'idée d'un recours à la splénectomie partielle en cas d'hypertension portale, ce qui permet dans de nombreux cas d'attendre la décision d'une transplantation pulmonaire couplée à une greffe du foie. Vous publiez cette expérience avec Jean-Pierre Chazalet, que nous regrettons bien sûr, Gabriel Bellon, qui, je le sais, n'a pas pu venir aujourd'hui, mais est de tout cœur avec nous. Au total, 85 publications dans les revues nationales, mais surtout internationales et de haut niveau. Votre notoriété vous fait inviter en France, c'était évident, mais dans toute l'Europe. Aux États-Unis, vous êtes même nommé lauréat de l'American Cystic Fibrosis Foundation en 1989. Et la Russie? Vous l'avez oublié? Bien sûr que non. Vous êtes invité à Moscou, à Odessa, à Saratov, à Ekaterinbourg, à Minsk. Vous faites même opérer sur place une patiente par le docteur Louis. Vous faites venir des patients de Russie en France pour certains traitements spécifiques, respiratoires ou digestifs. Vous nous avez même entraînés dans ces voyages. Comment oublier la rencontre pédiatrique franco-russe en juin 1992 avec Robert Gilly, Jean-Pierre Chazalet, Jacques Couvreur, Yvette Pécaud, Chérifa Levé. Et je vous le dis tout de suite, ça me laissait un souvenir mais impérissable pour moi et pour mon épouse. Parce qu'on a senti cette volonté sans faille de faire connaître et d'aider. N'ai-je pas dit que vous étiez jusqu'au bout un résistant, vous résistez à tout, et un combattant. Et ça, c'est vraiment, ça vous résume. Vous êtes toujours un combattant pour la bataille des maladies. Jean, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas le dire peut-être très bien, spassivo ou spassivo? Spassivo, voilà, solennellement. Du coup, c'est avec un plaisir majeur qu'au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vais vous faire officier de la Légion d'honneur. Ne vous levez pas, pas la peine. Le problème, c'est que je ne m'embrouille pas et que j'aille au bon endroit. Je regrette, je ne peux pas me lever parce que... Ne vous levez pas, c'est pas la peine. Voilà, ça va être un peu au-dessus de ces séries de médailles. Et c'est avec un plaisir immense que je vous fais ainsi officier de la Légion d'honneur. Merci.
cette occasion, pour ce beau souvenir, un livre sur votre ville où vous êtes né, sur Saint-Pétersbourg. Voilà. Ça va vous rappeler le pays où vous êtes. Merci Monsieur l'ambassadeur, merci Monsieur Navarro de m'accueillir dans ces deux lieux dont je suis très proche. J'ai en effet deux patries, une dans laquelle je suis né, c'est la Russie. Je suis né à Saint-Pétersbourg, Monsieur l'ambassadeur vient de me donner un livre là-dessus. Et ma deuxième patrie était la France, où je suis arrivé en 1930. J'ai pu, grâce à ces deux patries, avoir une culture universelle. Je suis un bipatriote. Et j'ai même une troisième patrie dans laquelle je suis arrivé, qui est un peu plus loin, qui est la Norvège. Grâce à une du gouvernement norvégien, j'ai pu aller faire des études en Norvège. Je ne savais pas d'ailleurs sur quoi j'allais tomber. Je suis tombé sur une maladie qui m'a passionné, qui a été la mucoviscidose. Et je me suis acharné pendant ces 50 derniers, ces 70 dernières années à organiser la lutte contre cette maladie. Et on est arrivé, je dois voir ici une de mes malades qui a 60 ans. Ah non, c'est pas moi. J'ai un malade qui a atteint 80 ans, je ne sais pas, je l'ai invité, mais il n'est pas venu. Et ça, comme je pense que quand j'ai commencé à apprendre que c'était que la mucoviscidose, les petits malades ne dépassaient pas l'âge de 2 ou 3 ans. Alors, je suis très content d'avoir pu participer à ce combat. Et grâce à toutes les amitiés que j'ai eues en France, en Russie, et dans les pays baltes même, j'ai pu acquérir une bonne expérience et aider ces enfants à survivre. Merci à tous et j'espère qu'on continuera à faire des progrès pour continuer à améliorer la survie et le bonheur de vivre de ces enfants. Merci à tous. Merci beaucoup, merci à vous. Et de la part de tous ceux que vous avez soignés, un grand merci, vraiment, spasibo. Alors après cette cérémonie officielle, il y a un moment musical, je crois, qui nous est offert à cette occasion. Et puis je crois qu'il y aura aussi une belle continuation à la russe.
pays que j'ai adopté également, la Norvège. Et je me rappelle la première fois que j'ai entendu la chanson de Solveig, c'était à Bergen, dans la maison natale de Grieg. C'était de toute beauté. On s'est trouvé là, on a entendu la chanson de Solveig. Alors je pense que la Norvège a dû avoir du plaisir à savoir qu'elle avait des amis ici à Paris qui ont fait jouer la chanson de Solveig. Félicitations. Merci. Voilà. Un petit mot très rapidement et tout simplement pour remercier la Fédération de Russie, son Excellence ambassadeur Alexandre Orlov et aussi Constantine quelque part dans la salle pour avoir eu la gentillesse, l'élégance et la générosité d'organiser cet événement ici. Comme vous savez, notre grand-père est né en Union soviétique, il a grandi en France, il est construit en France et reçoit aujourd'hui cette plus grande décoration française sur le territoire russe. Как в России говорят, кровь не вода. Et c'est bien sûr une très belle histoire, mais aussi un beau symbole de la force des relations franco-russes. Donc merci à vous, monsieur l'ambassadeur. Passer une belle soirée. Vous voulez dire quelque chose? Voilà, je voulais simplement dire que, d'abord, vous remercier tous pour être venus, un peu de partout d'ailleurs, formidable, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous m'avez dit, et on a oublié un petit peu la Suède. Je fais la remarque, parce qu'on a quand même 7 enfants. 7 enfants ont subi la mucoviscidose, évidemment, parce que quand on fait un travail comme ils l'auraient fait, on n'avait pas tellement le temps de s'occuper des enfants, de sa femme. Mais bon, la Suède a quand même été beaucoup là-dedans. Et c'est pour ça, ici, il y a beaucoup de gens qui sont moitié suédois comme moi, des enfants. Moi, je suis complètement, mais d'autres qui sont à moitié. Et voilà, j'ai des Suédois à la famille, et j'ai les enfants, les petits-enfants, tous. Vive la Suède. Trilingues. Voilà. Alors, je le fais remarquer.